Salut à tous, nouvelle petite vidéo que je fais cette fois-ci de chez moi. Il a dit que j'arrêterai un petit peu d'en faire parce que je me prenais trop la tête avec ça, mais j'ai encore entendu ce soir à la radio, après vouloir prendre tous nos acquis sociaux, maintenant c'est les patrons qui commencent à se plaindre parce que les ouvriers font grève, qu'on ne doit plus faire de piquet, en fait grosso modo qu'on doit continuer à se faire mettre. C'est sûr que les patrons n'en peuvent rien, mais enfin entendre qu'on va fermer des usines, que chaque usine perd autant de milliers d'euros par jour, comme si on avait attendu que les ouvriers fassent grève pour fermer les usines. Enfin bon. Alors, on entend tout le temps parler maintenant de démocratie, j'entendais même dans ces débats-là, oui les ouvriers devraient pouvoir avoir le droit d'aller travailler s'ils voulaient, c'est pas très démocratique de foutre des piquets, ceci, cela. En tout cas, depuis un certain temps, on parle de plus en plus d'Europe, de démocratie, etc. Un petit peu comme s'il fallait tout le temps la justifier, ce qui n'était pas le cas avant. On en discutait beaucoup moins. Maintenant, dans les débats des politiciens, etc., c'est toujours on va faire ça de manière démocratique, de manière ceci, de manière cela. Enfin, bref, un vaste enfumage. Moi, j'ai préparé un petit document parce que franchement, j'en ai plein le cul qu'on se foute de notre tronche. Et je vais vous expliquer maintenant comment ces enculés nous ont pris notre démocratie. Parce qu'en fait, elle n'existe plus, la démocratie. Je vous explique en quelques mots. J'espère ne pas être trop long. Je vais regarder par quoi je vais commencer parce que c'est important d'avoir quand même une certaine cohérence dans ce que je vais raconter. Donc voilà. On nous a dit pendant, je ne sais plus quoi, est-ce qu'on est allé voter, est-ce que c'est cette année, je pense que c'est cette année, oui, pour les élections européennes, on nous a présenté, pas vraiment de choses concrètes finalement, simplement quelques explications par rapport, toujours les mêmes conneries, voyager d'un pays à l'autre, la monnaie, ça a apporté ceci, ça a apporté cela, enfin on ne rentre jamais vraiment dans les détails, on nous dit choisissez votre avenir, l'Europe c'est super, vous décidez qui vous gouvernera demain. Ben voilà, donc j'ai fait un petit graphique pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez d'une part, je vais me mettre assis parce qu'il faut que je vois où je mets les doigts. Je vais plutôt mettre comme ça. Donc le Conseil de l'Union Européenne, le Parlement Européen, la Commission en dessous et la Banque Centrale et la Banque Européenne d'Investissement qui elles ne sont reliées à personne. Grosso modo, au niveau du Parlement européen, eh bien, ce sont les personnes que nous avons élues lorsque nous sommes allés voter en 2014. Donc ils sont au nombre de, j'aurais dû me noter, je ne l'ai pas ici, c'est 700 et des membres. Ensuite, nous avons le Conseil de l'Union européenne, qui lui reprend finalement les chefs de gouvernement de tous les États. Donc c'est-à-dire que le Conseil, la liste, il n'y a pas vraiment de liste de membres. Donc suivant le sujet qui est amené par la Commission européenne, le Conseil de l'Union est amené à se prononcer. Et bon, si c'est une question d'agriculture, ce sera le ministre de l'Agriculture. Si c'est une question environnementale, ce sera le ministre de l'Environnement. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais prendre un cas concret d'abord pour que vous compreniez bien le mécanisme et après je vous montrerai pourquoi ça se passe ainsi. Donc je crois que c'est en 2013. La Commission européenne a proposé de autoriser la culture du maïs OGM TC 1507 de la société Pioneer États-Unis. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du processus d'application? La Commission européenne demande au Conseil de l'Union européenne d'autoriser la culture de ce maïs. Le Conseil de l'Union européenne se prononce, je regarde parce que j'ai noté le résultat. Le Conseil statue 5 pour, 4 abstentions, 19 contre. Donc le Conseil de l'Union européenne se prononce clairement contre, mais il n'a pas la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est-à-dire que pour pouvoir se prononcer, il doit proposer un avis, soit oui, soit non, à un pourcentage qui corresponde au moins à 74%. Donc en fait, il lui faut 262 voix sur attendez que je dise pas de bêtises, non, 260 voix sur 352. J'expliquerai après comment ça fonctionne au niveau des voix. Donc il se prononce contre. Le Parlement européen, dans le même temps, se prononce, il vote. Donc ce sont les gens qui nous représentent, pour qui on a voté. Et le Conseil aussi d'ailleurs, même si on n'a pas voté pour eux pour l'Europe, ils ont été élus aux élections nationales et ils disposent de toute façon d'un poste de ministre.
Donc le Parlement, lui, statue. Résultat, 385 contre, 35 abstentions, 201 pour. Donc le Parlement, qui est ici, se prononce majoritairement contre aussi. Mais son avis n'est pas contraignant, donc en fait ce n'est qu'un avis consultatif. Personne qui est obligé d'en tenir compte, d'ailleurs il se prononce, je pense que ce n'est même pas une obligation qu'il se prononce, enfin parfois il le fait. Quatrième étape, qu'est-ce qui s'est passé? La Commission européenne a autorisé la culture du maïs transgénique. Alors bon, au niveau du processus, comme je vous l'ai dit, le Parlement, lui, n'a qu'un avis consultatif. Donc, il n'intervient pas vraiment pour faire passer la mesure, il n'a pas vraiment d'avis à donner. S'il soit pour ou contre, ça ne change rien. Par contre, au niveau du Conseil de l'Union européenne, qui doit être l'organe décisionnel, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, eux peuvent se prononcer. Le souci, c'est que s'ils n'atteignent pas la majorité qualifiée, c'est écrit dans les articles du traité que je vous lirai après, eh bien, la Commission considère que le Conseil de l'Union européenne se trouve dans une non-décision, donc il y a une non-décision. Et lorsqu'il y a une non-décision, c'est la Commission qui décide. Voilà. Donc on aurait pu se dire, effectivement, le Conseil de l'Union européenne à 28, une majorité simple pour des questions sociétales lourdes, c'est peut-être un petit peu juste, il faut quand même assurer le coup, on va placer la barre à 74%. C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, c'est le taux qu'ils ont déterminé. Ça aurait eu un sens à partir du moment où le Conseil de l'Union européenne aurait gardé le dernier mot. À partir du moment où ils ne sont pas d'accord, on n'atteint pas les 74%, on en discute entre nous, on remet le travail sur le métier et on retravaille le projet jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il est dans le cadre d'une non-décision, c'est la Commission qui décide. C'est ce qui s'est passé dans le cadre du maïs transgénique. Donc en fait, comme je vous le disais, la majorité qualifiée est atteinte si on atteint 260 voix sur 352. Alors il faut savoir qu'il y a 28 conseillers européens et chaque pays donne un certain nombre de voix. Et c'est ainsi qu'on arrive à 352. Donc pour donner des exemples, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, c'est 29 voix. L'Espagne, la Pologne, 27, la Roumanie, 14, etc. Et la Belgique, 12 voix. On termine par Malte qui donne 3 voix. Donc ça veut dire que quand vous voulez refuser ou accepter un projet, on va dire par exemple, je ne sais pas, j'invente un cas de figure qui pourrait se présenter, donc l'exploration des gaz de schiste. Donc à partir du moment où vous voulez bloquer la Commission, eh bien il faut qu'au niveau du Conseil européen, vous réunissiez 260 voix sur 352. Ça veut dire que si vous avez la France, l'Allemagne, l'Italie et les Royaumes-Unis qui, elles, sont pour, ça veut dire que là, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, vous avez déjà 117 voix qui s'en vont. Donc le projet, c'est fini, il ne passera déjà pas. Donc je vais dire ici, au niveau de notre pouvoir de décision par rapport à ce qui est pris au niveau de l'Europe, on représente 12 voix sur 352. Donc c'est-à-dire, on n'a absolument rien à dire, on n'a qu'à suivre les autres. Le problème avec cette majorité qualifiée, c'est que vous vous rendez bien compte qu'avec des pays comme l'Allemagne, qui n'a absolument pas les mêmes intérêts que l'Irlande, la Lituanie, l'Estonie, qui est encore bien différente de ce que peut être l'Espagne ou l'Italie, ou encore même la Grèce, qui est un cas à part. Voilà, simplement ici, au niveau de ce qui se passe dans le mouvement que je vous ai expliqué par rapport au maïs et qui s'applique dans bien des cas, on se rend compte que la Commission européenne est au début du processus et elle est à la fin du processus. Ce qui pose un problème, évidemment. Puisque c'est elle qui initie, si vous voulez, la proposition, et c'est elle qui finalement décide si elle va l'accepter ou pas. Donc ça veut dire qu'elle réunit entre ses mains le pouvoir législatif totalement, c'est un peu une dictature en fait. Donc cette majorité qualifiée en fait a été mise en place et plus on est nombreux, mieux ça fonctionne pour retirer le pouvoir au Conseil de l'Union européenne. Voilà, donc on nous dit c'est le Conseil de l'Union européenne qui décide, mais cette majorité qualifiée a été faite pour nous mettre systématiquement dans une situation de blocage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la Commission qui décide pour tout. Voilà.
Alors ça, il faut bien le retenir qu'au niveau des décisions qui sont prises par la Commission, on n'a absolument aucun pouvoir, aucun levier là-dessus. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc j'ai analysé le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire au travers des articles que je vais vous lire. Ça peut être rébarbatif, mais ça vaut la peine de les lire quand même. Donc au niveau du pouvoir législatif, l'article 14 parle du Parlement européen. Donc le point 1 nous dit « Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatif conformément aux conditions prévues par les traités. » Point 2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Au niveau du Parlement, c'est tout ce qu'on dit au niveau du pouvoir législatif. Donc on nous dit vaguement qu'il exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. On ne parle pas vraiment on ne rentre pas dans le détail, c'est assez flou. Au niveau du Conseil de l'Union européenne, le point 1 nous dit le Conseil de l'Union européenne donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonctions législatives. Donc dans l'article 14, on nous dit que le Parlement exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives, et dans l'article 15, qui parle du Conseil européen, on nous dit que le Conseil européen n'exerce pas de fonctions législatives. Contradiction. L'article 16, le Conseil exerce conjointement avec le Parlement les fonctions législatives budgétaires. En fait, c'est le même que le 14, donc on répète la même chose, sauf qu'être conjoint avec le Conseil, au-dessous, c'est avec le Parlement. Le point 3 nous parle justement, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Donc au niveau du pouvoir législatif, on est assez vague. Par contre, tout c'est clair au niveau de l'article 17 qui lui est beaucoup plus explicite. Article 17, point numéro 2, un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Donc là c'est clair et net. La Commission, ni la Commission, ni le Conseil, ni le Parlement ne peut émettre de proposition. Dans le point 3, les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance. Étant donné qu'il y a 5000 cabinets de lobby qui se trouvent aux alentours du Parlement européen et qu'il y a plus ou moins, si mes souvenirs sont bons, 4 lobbyistes pour un parlementaire, on se demanderait bien... forcément, vis-à-vis des peuples, ils sont indépendants. Alors la suite, donc on nous le répète encore une fois, la Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Voilà, donc ça le mérite au moins d'être clair. Donc on voit clairement que le pouvoir législatif est dans les mains de la Commission. Ensuite, au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement européen, on n'en parle pas vraiment, donc mis à part l'article 14 où il dit que le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. Okay, de nouveau, on ne précise pas lesquelles. Au niveau de l'article 16, il n'y a rien de nouveau. Par contre, l'article 17, dans son point 1, nous dit ceci. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion, conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de la sécurité commune, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend des initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords institutionnels. Ça, c'est de l'exécutif. C'est marqué noir sur blanc. Elle a la gestion du calendrier, elle gère les budgets, c'est clairement elle qui s'occupe de toute cette partie. Donc tout l'exécutif, c'est elle. Au niveau du pouvoir judiciaire, Parlement, Conseil de l'Union européenne, on n'en parle pas, donc il n'y a pas de lien. La Cour de justice européenne est totalement indépendante du Parlement et du Conseil de l'Union. Par contre, au niveau de la Commission européenne, on en parle. La Commission veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, grosso modo, elle veille simplement à ce que les traités soient respectés et que les États mettent bien en œuvre tout ce qu'elle demande de faire. Et tout ça sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, grosso modo,
pour moi, il n'y aura que la Commission européenne qui saisira la Cour européenne de justice. Article 19, Cour de justice européenne, les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et des tribunaux seront choisis par des personnalités offrant de nouveau toutes les garanties d'indépendance. Voilà. D'ailleurs, par rapport à la Cour de justice, j'ai découvert récemment que toute la constitution et l'organisation de la Cour de justice avait été écrite par un gars qu'on appelait Karl Friedrich Ophues. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Walter Hallstein, qui est un des fondateurs de l'Europe et dont je vous parlerai plus tard. Et c'est justement ce Karl Friedrich Ophues était un éminent juriste spécialisé dans les brevets. Ça vous dit rien? Le marché transatlantique qui arrive. Pour moi, ça me paraît clair, on en arrive finalement au bout du processus où la boucle sera bouclée et on va protéger les grosses sociétés en vertu de l'accord transatlantique. Alors, par rapport à ça, la Commission, j'ai retrouvé ce petit résumé sur Wikipédia, c'est pas moi qui l'invente. Ils mettent ceci: la Commission se voit confier par l'article 211 du traité de Rome 3 rôles principaux. Un rôle de gardienne des traités, entre parenthèses saisie du pouvoir judiciaire, un rôle de proposition, entre parenthèses pouvoir législatif, ainsi qu'un rôle d'exécution, pouvoir exécutif. En résumé, c'est un organe exécutif. Il y a le monopole de l'initiative législative, un œil sur le judiciaire, la maîtrise du calendrier, aucun compte à rendre au peuple. Pour moi, ça porte un nom, je l'ai inscrit ici. C'est tout simplement une dictature, parce que la Commission décide pour absolument tout, et pour tout le monde. Mais on ne nous demandera pas notre avis. On voit très bien d'ailleurs au travers de cet exemple que finalement, c'est un peu le stratagème des chaînes, hein. On est les uns liés aux autres. Je prends toujours cet exemple. C'est comme un couple qui a une maison, il veut faire des travaux, il fait ce qu'il veut. Après, il va habiter dans un bloc à 3 appartements. Donc là, s'il faut changer le carrelage à l'entrée, il faut demander l'avis des 3 autres. Il faut essayer un petit peu de trouver un compromis. Et finalement, les travaux sont retardés ou on les fait autrement. Et puis, quand on habite dans un immeuble à 28, il n'y a plus personne qui décide de rien. Et le syndic décide pour tout le monde. Et bien, ça tombe bien, on est justement 28. Alors, par rapport à la commission, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Oui. Par rapport aux commissaires qui sont en place pour le moment. Voilà, j'avais mis ça ici. Les commissaires qui sont en place pour le moment, donc on voit qu'ils ont les pleins pouvoirs, comme je viens de vous l'expliquer. De toute façon, vous pouvez aller le voir, le traité de Lisbonne, il est téléchargeable, il fait 400 pages, il ne faut pas l'imprimer, mais vous pouvez lire les articles et vous verrez que ce que je raconte, ce ne sont pas des conneries. Donc maintenant, ici, avec la commission, pour moi, ça me semble clair. Depuis le départ, on a toujours favorisé le marché, l'expansion, mais concrètement, on n'a pas pensé au peuple. Voilà, on a ouvert toutes les... Il y en a de plus en plus qui deviennent de plus en plus riches, et d'autres... les peuples sont mis à nu. C'est fou, et tous ces gens travaillent finalement à la commission, c'est un cercle quand même assez fermé, et tous ces gens, les cabinets de lobby, ils sont situés en face. Si vous regardez où ils sont situés, faites-le une fois, vous prenez Google Maps et vous regardez un petit peu, vous recherchez dans la rue les établissements, vous verrez qu'ils sont en face, ils sont tout le temps en contact ensemble. Et donc toutes les mesures qu'ils veulent faire passer au niveau du marché transatlantique, je pense notamment au gaz de schiste, ça me fait très peur, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la commission Juncker, par exemple? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ici, nous autres, on veut avoir une politique de l'énergie, il y en a qui veulent être écolos, il y en a qui veulent plus de droits pour les défavorisés, etc. Mais bon, il faut bien se dire que nos ministres à nous ne sont plus là que pour mettre en application ce que la commission nous demande de faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 28 commissaires qui reprennent chacun les 28 portefeuilles. Il y a 28 portefeuilles qui sont distribués, je ne les ai pas tous,
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le transport, le numérique, relations interinstitutionnelles, l'environnement, affaires économiques, développement. Enfin, tout ça est distribué dans ces 28 mains-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour le climat et l'énergie? Ils ont choisi Miguel Arias Canete, un Espagnol. Alors, ce type-là, en fait, qu'on a mis à la commission pour décider de toute la politique qui va être du climat et de l'énergie avec ses autres copains commissaires comme Jonathan Hill ou Pierre Moscovici, eh bien, ce Marias Canete, qu'est-ce qu'il a comme profil? Eh bien, je vais vous le dire. J'ai fait un petit résumé, parce que j'ai regardé pas mal de trucs, et pour rien oublier, je l'ai mis ici. Donc, il a dirigé entre 2005 et 2011 les sociétés pétrolières Petrologie Canarias et Prolifera Ducar. Il a entre-temps démissionné, mais s'est fait remplacer par ses beaux-frères à la tête de ces sociétés. C'est véridique, parce que quand la commission l'a audité, quand le Parlement l'a audité, ça a fait poser des questions. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La commission a jugé qu'effectivement les beaux-frères n'étaient pas inclus dans la procédure en conflit d'intérêts. Donc il a pu avoir son poste. Il porte un intérêt évident pour les gaz de schiste et s'est mis les écolos à dos des gens en Espagne en autorisant les forages en Méditerranée qui ont abouti sur la pollution de nombreuses plages. Il est également accusé par les écolos espagnols d'avoir fait des montages fiscaux vers une société située aux Pays-Bas. Il admet ouvertement vouloir mettre fin aux subventions nationales en termes d'énergie renouvelable. Donc voilà, moins d'énergie renouvelable, il possède des sociétés pétrolières, il est pour le gaz de schiste. La commission on devra explorer la piste du gaz de schiste, c'est sûr. D'ailleurs, le commissaire, je crois que c'était un Allemand, Oettinger, l'a déjà dit en 2013. L'Europe devra explorer la piste des gaz de schiste. Donc vous n'en voulez pas, ben, ça se fera quand même, parce qu'on ne nous demandera pas notre avis, ça se passera exactement comme le maïs. Alors voilà un autre que j'ai sélectionné aussi, Jonathan Hill. Ce gars-là est un ancien lobbyiste. Il a ouvert son propre cabinet de consultance à Londres qui s'appelait Lobby Killer Consultant. Il a travaillé pour la HSBC ainsi que pour l'Institut Gérard la City de Londres. Donc ce mec-là, c'est un pourri de banquier, quoi. En tant que lobbyiste, son intégrité pose question, effectivement. Et quel est son poste à votre avis? Eh bien, il a été promu commissaire à la stabilité financière et union des marchés de capitaux. Donc là, il va pouvoir faire joujou avec tout le pognon. Ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que le plan des 315 milliards vienne encore d'une manipulation. De toute façon, c'est sûr et certain, je ne vais pas l'expliquer ici, mais c'est encore... On est très très bien parti là. Donc voilà, on voit bien que les gens qui sont mis là, ils ont des intérêts bien particuliers et ils vont servir les grosses multinationales. Voilà, sinon on ne les mettrait pas là. Je vais dire un gars comme Miguel Canete, si vraiment on veut le mettre comme commissaire, qu'on le mette, je ne sais pas moi... on peut le mettre dans les politiques régionales ou dans les affaires intérieures ou je ne sais pas moi, ou à la justice, ministre de la justice, je n'en sais rien, mais certainement pas dans le climat et l'énergie. Voilà, le mec il est contre les énergies renouvelables, il est à la tête de sociétés pétrolières, on le balance au climat, à l'énergie, c'est avec lui qu'on va avancer franchement. Et il c'est pareil, la stabilité financière, attends... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je l'ai noté ici, mais de toute façon, ils n'en ont rien à secouer. Ils n'en ont rien à secouer de ce qu'on dit. Mais bon, voilà, ça c'était par rapport à la commission.